Avant de plonger dans cette histoire, posez-vous une question. Et si c'était vous, face à l'injustice, oseriez-vous tenir bon? Laissez un commentaire avec le chiffre 1 si vous êtes prête à découvrir le courage de Claire. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Dans l'air frais du matin, le quartier chic de Saint-Éloi s'éveillait doucement, ses rues bordées d'arbres taillés et de façades blanches impeccables, où le silence n'était troublé que par le chant discret des oiseaux et le claquement occasionnel des talons sur les pavés. Claire Ndiaye avançait à pas mesurés le long du parc, un sac en toile kaki jeté sur l'épaule, ses cheveux tressés ramassés sous un foulard gris. Elle ne se pressait pas, ses yeux sombres balayaient l'horizon sans hâte, comme si chaque détail, une feuille tombant d'un chêne, un éclat de lumière sur une vitrine, méritait d'être vu. Elle avait l'habitude des matins calmes, ceux qu'elle avait appris à chérir après des années passées dans des zones de crise, où le silence était un luxe plus rare que l'eau potable. Pourtant, ce matin-là, une ombre s'approcha, celle de Jacques Moreau, un officier de police dont la silhouette trapue se détachait contre le soleil levant. Son uniforme bleu marine, impeccablement repassé, semblait porter le poids de l'autorité qu'il revendiquait sans effort. Il s'arrêta à quelques mètres, la main posée sur sa ceinture, son regard scrutant Claire de haut en bas, comme s'il cherchait une fissure dans son apparence ordinaire. « Vos papiers, s'il vous plaît », lança-t-il, sa voix basse mais tranchante, comme une lame glissant sur du cuir. Claire s'immobilisa, non pas par crainte, mais par réflexe, celui d'une femme qui avait appris à mesurer chaque mouvement dans des situations bien plus périlleuses que celle-ci. Elle retira lentement ses écouteurs, laissant le fil pendre contre son cou, et planta ses yeux dans ceux de l'officier. « Puis-je savoir pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais précise, comme un scalpel taillant, juste assez pour révéler sans blesser. Moreau plissa les yeux, un léger sourire crispé au coin des lèvres, comme s'il n'était pas habitué à ce qu'on lui pose des questions. « Contrôle de routine », répondit-il, son ton glissant vers une assurance feinte. « Vous marchez seul dans ce quartier. On ne vous voit pas souvent ici. » Les mots n'étaient pas une accusation directe, mais ils portaient une intention, une insinuation qui flottait dans l'air comme une odeur âcre. Claire ne bougea pas, son sac toujours à l'épaule, ses mains détendues mais prêtes, comme si elle évaluait un terrain avant une opération. Elle connaissait ce genre de regard, celui qui ne voyait pas une personne, mais une catégorie, une couleur, une menace supposée. « Je marche comme tout le monde », dit-elle, sans élever la voix, sans reculer, ses mots posés comme des pierres sur un chemin stable. À quelques pas, un couple de joggeurs ralentit, jetant un coup d'œil curieux avant de s'éloigner. Une femme en manteau beige, tenant un cabas, s'arrêta près de l'arrêt de bus, son regard oscillant entre Claire et l'officier. Personne ne parlait encore, mais l'air semblait se tendre, comme une corde prête à vibrer. Moreau avança d'un pas, sa main droite effleurant son ceinturon, non pas pour saisir une arme, mais pour rappeler qu'elle était là. « Votre sac, ouvrez-le » ordonna-t-il, son ton plus sec, comme s'il cherchait à reprendre le contrôle d'une situation qu'il sentait lui échapper. Claire inclina légèrement la tête, ses yeux ne quittant pas les siens. « Selon l'article 78.2 du Code de procédure pénale, vous devez me fournir une raison valable pour un contrôle. Je ne présente aucun comportement suspect, et je n'ai pas été informé d'un motif légal. » Sa voix restait calme, presque pédagogique, comme si elle expliquait une règle à un novice. Chaque mot était une barrière, invisible mais solide, érigée avec la précision de quelqu'un qui avait déjà affronté des tempêtes et appris à ne pas plier. Moreau cligna des yeux, déstabilisé, son assurance vacillant comme une flamme sous le vent. Il n'était pas habitué à cela, à une femme qui non seulement connaissait ses droits, mais les énonçait avec une clarté qui le mettait à nu. « Vous refusez de coopérer » lança-t-il, sa voix montant d'un cran, comme pour se raccrocher à une autorité qu'il croyait encore posséder. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle ajusta son sac, ses doigts effleurant la sangle, un geste mesuré, presque rituel. « Je ne refuse rien, dit-elle enfin.
je vous demande de respecter la loi. » À cet instant, un jeune homme en veste de cuir s'arrêta à quelques mètres, son téléphone déjà levé, l'écran allumé. Luc Dupont, journaliste indépendant, était là par hasard, en route pour un café où il devait rencontrer un collègue. Mais quelque chose dans la scène, la posture droite de Claire, le ton sec de Moreau, l'avait arrêté net. Il zooma sur l'officier, puis sur Claire, son pouce activant la fonction de diffusion en direct. « Ça commence », murmura-t-il, sa voix à peine audible, mais ses mots déjà relayés à des centaines de spectateurs en ligne. La foule, encore clairsemée, commença à s'épaissir. Une vieille dame, Madame Lefebvre, sortit de sa pâtisserie, un tablier blanc taché de farine encore noué autour de sa taille. Elle fronça les sourcils, ses mains crispées sur la poignée de la porte vitrée. Elle connaissait Moreau, l'avait vu patrouiller depuis des années, toujours avec ce même regard froid, cette façon de s'arrêter devant certains passants, jamais les habitués du quartier, toujours ceux qui semblaient ne pas être à leur place. Elle hésita, son cœur battant plus fort, puis s'avança d'un pas. « Monsieur Moreau, » dit-elle, sa voix tremblante mais claire, « cette femme ne fait rien de mal, laissez-la tranquille. » Moreau tourna la tête, surpris, comme si la voix d'une vieille commerçante n'était pas censée porter autant de poids. « Madame Lefebvre, restez en dehors de ça, » répondit-il, son ton sec, mais ses yeux trahissaient une pointe d'incertitude. Claire, immobile, observait. Elle ne remercia pas Madame Lefebvre, ne chercha pas à rallier la foule. Elle se tenait là, comme un rocher dans une rivière, laissant l'eau couler autour d'elle sans se laisser emporter. Luc, toujours en train de filmer, sentit son cœur s'accélérer. Il avait déjà vu des scènes comme celle-ci, des contrôles qui sentaient l'injustice, des officiers qui abusaient de leur badge. Mais il y avait quelque chose de différent chez cette femme. Elle ne criait pas, ne reculait pas, et pourtant, elle semblait tenir l'officier à distance par la seule force de sa présence. Il zooma sur son visage, captant l'éclat de ses yeux, un mélange de calme et de défi, comme si elle avait déjà vu pire que ce moment. À quelques mètres, Antoine, un lycéen de 16 ans, descendit de son vélo, son téléphone à la main. Il ne connaissait pas Claire, mais il savait ce que signifiait être regardé de travers, lui qui, avec sa peau mate et ses écouteurs toujours vissés aux oreilles, avait déjà été arrêté 2 fois pour vérification. Il ouvrit Instagram, lança un direct et murmura dans le micro « Regardez ça, une femme noire juste en train de marcher et lui, il la harcèle. » Ces mots, simples mais crus, attirèrent des dizaines, puis des centaines de spectateurs. Les commentaires affluaient. « C'est inadmissible. Qui est cet officier? Elle n'a rien fait. » La rue, autrefois paisible, prenait une autre teinte. Les passants, qui d'ordinaire auraient continué leur chemin, s'arrêtaient maintenant. Une mère tenant la main de son fils ralentit, ses yeux passant de Claire à Moreau. Un livreur, garé à quelques mètres, sortit son téléphone, non pas pour filmer, mais pour envoyer un message à ses collègues. « Venez voir, ça va mal tourner. » Pourtant, rien ne tournait encore. Claire restait immobile, ses mains toujours sur la sangle de son sac, son regard fixé sur Moreau, non pas avec colère, mais avec une assurance qui semblait le désarmer. « Vous savez que j'ai le droit de fouiller ce sac, » dit Moreau, sa voix plus forte, comme pour se convaincre lui-même. Il fit un pas vers elle, sa main s'approchant du sac. Claire ne recula pas. « Non, » répondit-elle, chaque mot pesant comme une sentence. « Vous n'avez pas ce droit sans motif légal, et vous n'en avez aucun. » Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Luc, toujours en train de filmer, sentit une montée d'adrénaline. Il avait couvert des manifestations, des crises, mais cette scène, une femme seule face à un officier, sans crier, sans bouger, portait une force qu'il n'avait jamais vue. Il murmura dans son direct « Elle connaît ses droits, et elle ne plie pas. » Madame Lefebvre, toujours à quelques pas, sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Elle repensait à son fils, Julien, blessé lors d'une mission militaire en Mali, soigné par une Ita qu'elle n'avait jamais rencontrée,
mais dont elle connaissait le nom, Claire Ndiaye. Elle n'avait jamais osé raconter cette histoire, de peur de troubler la tranquillité de son quartier. Mais maintenant, voyant Claire debout, elle sentit que le silence n'était plus une option. « Monsieur Moreau, dit-elle, plus fort cette fois, sa voix portant jusqu'au bout de la rue, cette femme a sauvé mon fils. Elle était état militaire. Vous ne savez pas à qui vous parlez. » Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, créant des vagues dans la foule. Luc tourna son téléphone vers Madame Lefebvre, captant son visage ridé mais déterminé. Antoine, le lycéen, zooma sur Claire, murmurant dans son direct « Attendez, elle est qui? Une héroïne ?» Les spectateurs en ligne, maintenant des milliers, commençaient à partager le nom de Claire, à chercher son histoire. Moreau, pour la première fois, sembla perdre pied. Il regarda autour de lui, voyant les téléphones levés, les yeux qui ne se détournaient ne plus. Il voulut parler, mais sa voix se brisa, comme si les mots qu'il avait toujours utilisés, routine, suspicion, protocole, n'avaient plus de sens face à cette femme qui refusait de plier. Claire, elle, restait là, son sac toujours à l'épaule, son regard toujours droit. Elle n'avait pas besoin de crier, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa présence parlait pour elle, et la foule, lentement, commençait à comprendre. Le vent souffla doucement, portant l'odeur des croissants frais de la pâtisserie de Madame Lefebvre. Mais l'air était changé, chargé d'une tension nouvelle, celle d'un moment où le silence devenait une arme, où une femme, par sa simple droiture, forçait un système à se regarder dans le miroir. La lumière du matin, douce mais crue, baignait la rue de Saint-Éloi, où les pavés luisaient encore de la rosée nocturne. Claire, Ndiaye, se tenait toujours immobile, son sac en toile kaki serré contre son épaule, ses yeux sombres fixés sur Jacques Moreau, dont le visage trahissait une tension croissante, comme un fil prêt à céder. La foule, désormais plus dense, formait un demi-cercle autour d'eux, un murmure sourd montant des spectateurs, mélange de curiosité et d'indignation contenue. Luc Dupont, le journaliste, continuait de filmer, son téléphone captant chaque détail. La posture droite de Claire, le tic nerveux de la mâchoire de Moreau, l'éclat des vitrines derrière eux. Sa voix, basse mais claire, ponctuait son direct « Elle ne bouge pas, elle ne cède pas ». Les spectateurs en ligne, des centaines, puis des milliers, partageaient la vidéo, leurs commentaires fusant comme des étincelles. « Honteux, elle a raison. Pourquoi il fait ça ?» Luc zooma sur Claire, son visage impassible, mais ses yeux brûlants d'une force silencieuse, celle d'une femme qui avait vu la guerre, soigné des blessures impossibles et appris à ne jamais plier face à l'injustice. Il murmura dans son micro. « Je la connais. J'ai écrit sur elle. Mali, une mission humanitaire. Elle a sauvé des vies. » Ces mots, diffusés en direct, touchèrent la foule virtuelle, puis réelle, comme une vague lente mais puissante. À quelques pas, Madame Lefebvre, toujours debout devant sa pâtisserie, serrait son tablier contre sa poitrine, ses mains tremblantes. Elle repensait à son fils, Julien, à l'hôpital militaire où Claire, à l'Orsita, avait passé des heures à stabiliser son pouls, à nettoyer ses plaies sous les néons vacillants d'une tente de campagne. Elle n'avait jamais rencontré Claire en personne, mais ce nom, Ndiaye, était gravé dans sa mémoire comme une prière. Elle s'avança, ignorant le regard sévère de Moreau. « Monsieur Moreau, dit-elle, sa voix plus ferme, portée par une colère qu'elle ne savait pas posséder, cette femme est une héroïne. Elle a sauvé mon Julien. Vous n'avez pas le droit de la traiter ainsi. » Les mots résonnèrent, clairs, dans l'air frais, et la foule, jusque-là silencieuse, laissa échapper un souffle collectif, comme si quelqu'un venait de briser un sortilège. Antoine, le lycéen, toujours sur son vélo, filmait lui aussi, son téléphone tremblant légèrement dans ses mains. Il murmurait dans son direct Instagram, sa voix adolescente vibrante d'excitation. « Vous entendez ça? Elle a sauvé des gens. Et lui, il veut fouiller son sac pour rien. » Les hashtags qu'il ajoutait, à Justice pour Claire, /Stop Control au faciès, grimpaient en flèche, relayés par des comptes locaux, puis nationaux. La vidéo d'Antoine, brute, sans filtre, montrait Claire sous un angle différent. Une femme seule, mais entourée d'une énergie invisible,
celle de ceux qui commençaient à la soutenir. Un homme en costume, arrêté à un feu rouge, descendit de sa voiture, son téléphone à la main, rejoignant la foule. Une jeune femme, cartable sur le dos, s'approcha timidement, captivée par la scène. La rue, si paisible quelques minutes plus tôt, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle, comme un théâtre où le rideau venait de se lever. Moreau, sentant le poids des regards, tenta de reprendre le contrôle. « Écartez-vous » lança-t-il à la foule, sa voix plus aiguë, presque désespérée. Il fit un pas vers Claire, sa main s'approchant à nouveau du sac. « Ouvre ce sac, ou je le fais moi-même. » Claire ne scia pas. « Vous savez que c'est illégal, » répondit-elle, sa voix toujours aussi calme, chaque mot comme une pierre jetée dans une mare stagnante. Article 68.2. Pas de motif, pas de fouille. Elle marqua une pause, son regard perçant celui de l'officier. « Vous voulez vraiment que ça aille plus loin ?» La question, posée sans menace, portait une force brute, celle d'une femme qui connaissait la valeur de chaque mot. Luc, captant l'échange, sentit son pouls s'accélérer. Il avait couvert des conflits, des manifestations, mais cette scène était différente. Claire ne criait pas, ne gesticulait pas, et pourtant, elle dominait la situation par sa seule présence. Il zooma sur Moreau, dont le visage, rouge d'embarras, trahissait une lutte intérieure. « Elle le met face à ses propres règles », murmura Luc dans son direct, sa voix tremblante d'admiration. Elle le désarme sans lever la main. À cet instant, un cri perça la foule. « Laissez-la » C'était Antoine qui, emporté par l'élan, avait laissé tomber son vélo pour s'approcher. Ses yeux brillaient, non pas de peur, mais d'une colère adolescente, celle de quelqu'un qui avait trop souvent vu des scènes comme celle-ci. « Vous arrêtez toujours les mêmes », lança-t-il, sa voix résonnant dans la rue. La foule murmura en écho, certains hochant la tête, d'autres levant leur téléphone pour filmer. Madame Lefebvre, galvanisée par le cri d'Antoine, s'avança encore, ses mains ne tremblant plus. « Monsieur Moreau, » dit-elle, pointant un doigt vers lui, « vous savez que j'ai raison. Cette femme n'est pas une criminelle. Elle a plus de courage que vous n'en aurez jamais. » Les mots, simples mais lourds, firent vaciller Moreau. Il recula d'un pas, son regard passant de Claire à la foule, puis au téléphone qui le fixait comme des yeux accusateurs. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La rue, désormais pleine, semblait attendre, suspendue à ce moment où l'autorité, si sûre d'elle quelques instants plus tôt, s'effritait sous le poids de la vérité. Luc, toujours en direct, sentit l'histoire prendre forme sous ses yeux. Il connaissait le pouvoir des images, des mots, mais ce qu'il voyait là était plus grand. Une femme, par sa simple dignité, transformait une rue en un tribunal. Il s'approcha, son téléphone toujours levé, et parla directement à Claire, oubliant presque son public en ligne. « Madame Ndiaye, » dit-il, sa voix claire mais respectueuse, « je vous connais. J'ai écrit sur votre mission à Gao, au Mali. Vous avez sauvé 32 personnes sous les tirs. » Les mots tombèrent comme une pluie soudaine, et la foule, jusque-là agitée, se tut. Claire tourna légèrement la tête vers Luc, ses yeux s'adoucissant un instant, mais elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de confirmer. Sa présence parlait pour elle. Antoine, toujours en train de filmer, cria dans son direct. « Vous entendez ça? 32 personnes. Et lui, il veut vérifier son sac. » Les commentaires en ligne explosèrent, des milliers de partages, des messages de soutien venant de toute la France, puis d'ailleurs. Claire Ndiaye devint un cri de ralliement, un symbole naissant. La foule, désormais unie, s'approcha, non pas pour menacer, mais pour entourer Claire, formant un bouclier humain silencieux. Une femme, tenant un bouquet de fleurs acheté au marché, s'avança et le posa aux pieds de Claire, un geste simple mais chargé de sens. Un vieil homme, appuyé sur une canne, murmura « C'est pas juste ». Une adolescente, les écouteurs autour du cou, tapa frénétiquement sur son téléphone, partageant la vidéo à ses amis. Moreau, acculé, regarda autour de lui, son assurance fondant comme neige au soleil. Il tenta un dernier effort. « Vous gênez l'ordre public.
lança-t-il, sa voix tremblante, mais personne ne bougea. Claire, toujours immobile, ajusta son sac une dernière fois, un geste presque anodin, mais qui semblait dire « Je suis là, et je ne partirai pas ». Madame Lefebvre, maintenant au premier rang de la foule, croisa les bras, son regard défiant Moreau. « Vous gênez l'ordre public ?» répéta-t-elle, moqueuse, sa voix portant une force qu'elle n'avait jamais utilisée auparavant. Luc, sentant le moment décisif, murmura dans son direct « C'est maintenant. C'est ici que tout change. » Antoine, les larmes aux yeux, continuait de filmer, sa voix brisée par l'émotion. « Regardez-la, elle n'a pas peur. » La foule, comme un seul corps, se resserra autour de Claire, non pas pour la protéger, mais pour se tenir à ses côtés, pour dire, sans mots, qu'il voyait, qu'il comprenait. Le vent souffla, léger, portant l'odeur sucrée des pâtisseries et l'écho lointain d'une sirène. Mais dans cette rue, à cet instant, c'était Claire, par son calme, sa force, qui dictait le rythme. Moreau, seul face à une foule qui ne criait pas mais ne pliait pas, baissa les yeux. Pour la première fois, il semblait voir, non pas une suspecte, mais une femme, une histoire, une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. La lumière du matin scintilla sur les pavés, et la rue, vivante, respirait au rythme d'un changement qui venait de naître. Le soleil grimpait au-dessus de Saint-Éloi, ses rayons dorés caressant les pavés humides, où des gouttes de rosée scintillaient comme des éclats de verre. Claire Ndiaye se tenait toujours là, droite, son sac en toile kaki serré contre son épaule, ses yeux sombres ancrés dans ceux de Jacques Moreau, dont l'uniforme semblait soudain peser sur ses épaules, comme une armure trop lourde pour un combat perdu d'avance. La tension dans l'air vibrait, pareille à une corde de violon tendue à l'extrême, prête à rompre. Les téléphones, levés comme des sentinelles, capturaient chaque détail. La posture inébranlable de Claire, le regard fuyant de Moreau, le frémissement de la foule qui, sans un mot, formait un cercle protecteur. Luc Dupont, le journaliste, poursuivait son direct, sa voix frémissante d'une émotion qu'il ne cherchait plus à masquer. « Elle ne bouge pas », murmura-t-il, son téléphone zoomant sur Claire, dont la silhouette semblait sculptée dans le granit. Elle oblige le monde à voir. Les spectateurs en ligne, désormais des dizaines de milliers, partageaient la vidéo à une vitesse fulgurante. Les hashtags Justice pour Claire et Stop contrôle aux faciès envahissant les réseaux comme un feu de forêt. Antoine, le lycéen, toujours agrippé à son téléphone, criait dans son direct « Regardez, ils sont tous là pour elle !» Ces mots, bruts, portèrent la fougue d'une jeunesse qui refusait le silence. Madame Lefebvre, au premier rang, les bras croisés, fixait Moreau avec une intensité nouvelle, comme si elle voyait, pour la première fois, non pas l'officier, mais l'homme derrière le badge, fragile, démasqué. La foule, bigarrée, un boulanger en tablier taché de farine, une étudiante en jean délavé, un retraité appuyé sur une canne noueuse, ne parlaient pas, mais leur présence hurlait. Ils étaient là, témoins d'un instant où l'injustice, mise à nu sous la lumière crue du matin, vacillait sous le poids de la vérité. Moreau, acculé, tenta une dernière fois de reprendre la main. « Dispersez-vous » lança-t-il, sa voix rauque, presque brisée, mais la foule resta immobile, ancrée, comme les arbres bordant la rue. Ces mots s'évanouirent dans l'air, inutiles, comme des cendres emportées par une bourrasque. Claire, impassible, ajusta son foulard d'un geste lent, presque sacré, ses yeux ne quittant pas ceux de l'officier. « Vous savez que vous avez tort, » dit-elle, sa voix basse mais tranchante, chaque syllabe comme une flèche atteignant le cœur de sa cible. « Vous le savez, et eux aussi. » Elle inclina légèrement la tête vers la foule, un mouvement dénué d'arrogance, mais chargé d'une assurance qui semblait ébranler les pavés sous les pieds de Moreau. À cet instant, une ombre s'avança dans la lumière. Un homme en costume sombre, le capitaine Lefort, apparut, son badge de policier supérieur luisant sur sa veste. Alerté par les appels radio-frénétiques et les notifications en ligne qui submergeaient le commissariat, il s'arrêta à quelques mètres, son regard balayant la scène. Claire, droite comme un phare, Moreau, perdu dans son propre uniforme, et la foule,
un océan de visages silencieux mais déterminés. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix autoritaire teintée d'une prudence rare, comme s'il sentait que ce moment pouvait basculer. Luc, sans cesser de filmer, répondit avant que Moreau ne puisse ouvrir la bouche. Cette femme, Claire Ndiaye, a été arrêtée sans motif. Elle connaît ses droits et elle n'a rien fait de mal. Sa voix, amplifiée par le direct, résonna dans la rue, portée par les haut-parleurs des téléphones. Madame Lefebvre, ignorant le regard perçant de Lefort, s'avança d'un pas, ses mains serrant son tablier. « Elle a sauvé mon fils, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion mais ferme comme un roc. Elle était état militaire à Gao, au Mali. Elle a risqué sa vie pour d'autres. Et lui, elle pointa Moreau. Il la traite comme une criminelle. Ces mots, simples mais lourds, firent frémir la foule, un grondement sourd, montant comme une vague prête à déferler. Antoine, les yeux brillants, lut à voix haute les commentaires de son direct. « Elle est incroyable. Honte à la police. On est avec toi, Claire. » Chaque mot ajoutait une pierre au mur qui se dressait contre Moreau. Mais un nouveau visage émergea de la foule. Une femme d'une trentaine d'années, Élise, enseignante dans un lycée voisin, s'avança, tenant un carnet où elle avait noté des citations de loi. Elle avait suivi des cours de droit à l'université, abandonnée pour l'enseignement, mais elle connaissait encore les textes par cœur. « Monsieur l'officier, » dit-elle, sa voix claire, presque professorale, « selon l'article 78.2 du Code de procédure pénale, un contrôle d'identité doit être justifié par un motif précis. Où est le vôtre ?» Sa question, posée sans agressivité, fit l'effet d'un couperet. La foule murmura, certains hochant la tête, d'autres levant leur téléphone pour capturer ce nouvel échange. Élise, ajustant ses lunettes, continua. « Vous n'avez aucun motif valable. Vous devez la laisser partir. » Tout ça. Son intervention, précise, ancrée dans la loi, donna à la scène une gravité nouvelle, comme si la foule entière devenait un tribunal improvisé. Moreau, le visage rouge, ouvrit la bouche, mais ses mots s'en mêlèrent, comme s'il cherchait une excuse déjà usée. « Contrôle de routine », balbutia-t-il, sa voix à peine audible, écrasée par le poids des regards. Claire, toujours immobile, parla alors, sa voix coupant le silence comme une lame affûtée. Ce n'était pas un contrôle de routine, c'était du harcèlement, et vous le savez. Elle marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer dans l'air. Je ne suis pas une menace, je suis une citoyenne. J'ai le droit d'être ici, comme tout le monde. La foule, comme un seul corps, se rapprocha, leurs pas faisant vibrer les pavés. Une femme, tenant la main de son enfant, murmura. Elle a raison. Un jeune homme, casquette à l'envers, hocha la tête, son téléphone toujours levé. Même le retraité à la canne, jusque-là silencieux, frappa le sol de son bâton, un geste simple mais chargé de défi. À cet instant, un garçon d'une dizaine d'années, tenant un ballon rouge, échappa à la main de sa mère et courut vers Claire. Il s'arrêta devant elle, ses yeux grands ouverts, et lui tendit une marguerite arrachée à un parterre voisin. « C'est pour vous », murmura-t-il, sa voix à peine audible mais sincère. Claire, pour la première fois, esquissa un sourire, léger, presque imperceptible, et accepta la fleur, ses doigts effleurant ceux de l'enfant. Ce geste, simple, humain, fit taire la foule un instant, comme si le monde entier retenait son souffle. Luc, captant la scène, murmura dans son direct. C'est plus qu'une femme face à un policier. C'est une communauté qui se lève. Ces mots, relayés à des millions maintenant, transformèrent la rue en un symbole, un cri silencieux pour la justice. Antoine, presque en larmes, continua de filmer, sa voix brisée. Elle est plus forte que lui, plus forte que tout ça. Le capitaine Lefort, après un long silence, se tourna vers Claire. « Madame Ndiaye, » dit-il, son ton adouci, presque respectueux, « je vais prendre votre déposition. »
Nous enquêterons sur cet incident. Il fit un signe à Moreau, qui baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de son supérieur. Rentrez au commissariat, ajouta-t-il à l'intention de Moreau, sa voix froide, tranchante comme une lame. La foule, jusque-là tendue, laissa échapper un soupir collectif, comme si l'air, retenu trop longtemps, pouvait enfin circuler. Claire, sans un mot, hocha légèrement la tête, son regard toujours droit, mais ses épaules semblaient s'alléger, comme si elle savait que ce moment, ce combat, n'était qu'un début. Elle suivit le fort vers une voiture de police garée à quelques mètres, non pas comme une accusée, mais comme une femme qui venait de rappeler à tous ce que signifiait la dignité. Mais avant de partir, elle se tourna vers la foule, tenant la marguerite entre ses doigts. « Merci », dit-elle simplement, sa voix douce mais portée par le vent. Ce mot, prononcé sans emphase, toucha chaque personne présente, comme une promesse qu'il n'oublierait pas. Luc éteignit son direct, mais garda son téléphone levé, capturant une dernière image de Claire s'éloignant, sa silhouette encadrée par la lumière du matin, la fleur à la main. « Elle a changé quelque chose aujourd'hui », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son public. Madame Lefebvre, les larmes aux yeux, retourna dans sa pâtisserie, mais laissa la porte ouverte, comme pour inviter le monde à entrer, à voir, à comprendre. Antoine, rangeant son téléphone, remonta sur son vélo, mais son visage portait une lueur nouvelle, celle d'un jeune homme qui venait de voir ce que le courage pouvait accomplir. Élise, le carnet toujours à la main, griffonna une note rapide. Claire Ndiaye, une leçon de dignité. La foule se dispersa lentement, mais pas sans laisser des traces. Des fleurs, des marguerites, des roses, même un tournesol furent déposés au pied d'un lampadaire, là où Claire s'était tenue. Un mot, griffonné sur un bout de papier par une main anonyme, fut glissé entre les pétales. « Merci Claire ». Une adolescente, les écouteurs autour du cou, tapa frénétiquement sur son téléphone, partageant la vidéo à ses amis, ajoutant « Elle est notre voix ». Un boulanger, rentrant dans son magasin, accrocha une affiche à sa vitrine. Saint-Éloi soutient Claire. La rue retrouva son calme, mais elle n'était plus la même. Les pavés, les vitrines, les arbres semblaient porter l'écho de ce qui venait de se passer. Un moment où une femme, par sa simple présence, avait forcé une communauté à ouvrir les yeux. Le vent souffla, léger, emportant l'odeur des croissants et le murmure des conversations, mais laissant derrière lui une promesse. Celle d'un changement qui, une fois né, ne pouvait plus être ignoré. Cette histoire, celle de Claire Ndiaye, résonne comme un miroir tendu à la société, un reflet brut et poignant de ce que signifie être humain face à l'injustice. Dans la lumière crue du matin sur les pavés de Saint-Éloi, Claire incarne une force tranquille, une dignité qui ne plie pas, même sous la pression d'un uniforme et d'un regard chargé de préjugés. Ce qui frappe d'abord, c'est son calme. Pas un calme passif, mais une force maîtrisée, forgée dans les tempêtes des champs de bataille et des hôpitaux de fortune. Elle ne crie pas, ne gesticule pas, et pourtant, chaque mot qu'elle prononce, chaque regard qu'elle pose, est une arme plus puissante que la colère. C'est une leçon d'élégance dans la résistance, une invitation à comprendre que la véritable force ne réside pas dans la violence ou l'éclat, mais dans la clarté d'une vérité défendue avec assurance. En France, où l'histoire et la culture valorisent l'éloquence et la raison, Claire incarne cette tradition. Elle parle peu, mais ses mots, ancrés dans la loi et la justice, font trembler un système qui repose trop souvent sur des automatismes aveugles. Ce qui rend cette histoire si universelle, c'est la manière dont elle transcende l'individu pour toucher la communauté. La foule, d'abord silencieuse, devient actrice, portée par des figures comme Madame Lefebvre, Luc, Antoine et Élise. Chacun, à sa manière, brise le mur du silence. Madame Lefebvre, avec sa mémoire d'une mère reconnaissante, rappelle que l'humanité d'une personne ne se mesure pas à son apparence, mais à ses actes. Luc, le journaliste, montre le pouvoir des mots et des images dans un monde connecté, où une injustice filmée peut devenir un cri entendu par des millions.
Antoine, avec sa fougue adolescente, incarne une génération qui refuse de détourner le regard. Élise, avec son carnet de lois, prouve que la connaissance est une arme accessible à tous. Ensemble, ils forment un tableau vivant de ce que la France aspire à être. Une nation où la solidarité et la justice ne sont pas des idéaux abstraits, mais des actes concrets, tissés dans les gestes quotidiens d'une communauté. Cette scène, presque cinématographique, évoque les grandes heures de la littérature française, de Victor Hugo à Albert Camus, où l'individu, face à l'absurde ou à l'injustice, choisit de se tenir droit et de dire non. Mais au-delà de l'émotion, cette histoire offre des leçons pratiques pour la vie quotidienne. La première est celle du courage silencieux. Claire ne cherche pas la gloire. Elle agit par devoir envers elle-même et envers ceux qui pourraient être dans sa situation. Cela nous rappelle que le courage n'est pas toujours spectaculaire. Il peut être dans un mot prononcé calmement, dans un regard qui ne cède pas, dans un pas qui refuse de reculer. Dans une société française où les tensions sociales et les préjugés persistent, chacun peut s'inspirer de Claire pour défendre ses droits, non pas avec violence, mais avec la force de la raison et de la dignité. La deuxième leçon est celle de la solidarité. La foule, d'abord passive, devient un bouclier humain, non pas par des cris, mais par sa présence. Cela nous enseigne que changer le monde commence par des gestes simples. Être là, regarder, parler, filmer, soutenir. En France, où l'esprit républicain repose sur la fraternité, cette histoire nous rappelle que la justice n'est pas l'affaire d'un seul, mais de tous. Enfin, l'intervention d'Élise, avec sa connaissance des lois, souligne l'importance de s'éduquer. Connaître ses droits, comprendre les règles qui régissent la société, c'est se doter d'une armure invisible contre l'arbitraire. Dans un pays qui chérit l'éducation et la raison, cette leçon est un appel à ne jamais cesser d'apprendre, de questionner, de s'armer intellectuellement. Cette histoire nous pousse aussi à réfléchir sur notre propre rôle dans des situations similaires. Combien de fois avons-nous détourné le regard face à une injustice, par peur, par gêne ou par habitude? Madame Lefèvre, au début hésitante, choisit de parler, et ce choix change tout. Cela nous invite à nous demander: qu'aurais-je fait à sa place? Aurais-je osé m'avancer, comme elle, comme Antoine, comme Élise? La France, avec sa tradition de débat et d'engagement, nous rappelle que la liberté et la justice ne sont pas des acquis, mais des combats quotidiens, menés par des individus ordinaires qui choisissent de ne plus se taire. Claire, par son exemple, nous montre que la dignité n'est pas négociable, mais qu'elle se gagne par la constance et la vérité. Cette leçon est universelle, mais elle résonne particulièrement dans une culture française où l'on célèbre les héros discrets, ceux qui, comme Jeanne d'Arc ou les résistants anonymes, ont changé l'histoire non par des éclats, mais par leur fermeté face à l'adversité. Enfin, cette histoire nous enseigne la puissance de la mémoire collective. Les fleurs déposées au pied du lampadaire, le mot « Merci Claire », l'affiche dans la vitrine du boulanger, tous ces gestes montrent que les actes d'une personne peuvent semer des graines qui germent dans le cœur d'une communauté. En France, où l'histoire est tissée de moments où le peuple s'est levé pour défendre ses valeurs, cette scène à Saint-Éloi est un rappel que chaque individu, par sa voix, peut écrire une page de cette histoire. Appliquer ces leçons dans la vie quotidienne, c'est choisir d'être attentif, de parler quand il le faut, de soutenir ceux qui sont injustement traités, de ne pas laisser la peur ou l'indifférence l'emporter. C'est aussi se rappeler que, comme Claire, nous portons tous une histoire, une vérité, qui mérite d'être entendue. Cette histoire n'est pas seulement celle de Claire Ndiaye, c'est celle de chacun de nous, appelé à faire un pas, à lever la voix, à tenir bon face à l'injustice, pour que les pavés de nos rues continuent de porter l'écho d'un monde plus juste. Cette histoire vous a touché? Elle nous rappelle que la justice commence par un regard, un mot, un geste. Si vous croyez en la force de Claire, en son courage silencieux, alors montrez-le. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Et dans les commentaires, dites-nous: qu'auriez-vous fait à la place de Claire, de Luc, d'Antoine? Votre voix compte. Ensemble, faisons entendre ce message
pour que chaque rue, chaque matin, devienne un pas vers un monde plus juste.